Soyez les bienvenus à la MECA pour cette journée dédiée à l'accompagnement. Je dois dire que nous étions vraiment impatients de vous retrouver. Peut-être que quelques personnes ici présentes étaient là lors de la dernière rencontre, c'était le 28 juin 2023. Et avant toute chose, puisque nous sommes dans l'auditorium d'Alca, je veux remercier Alca et son équipe et les équipes de la MECA pour leur accueil. Et puis, tant que j'en suis au remerciement, je vais également remercier toute l'équipe de l'agence, et plus particulièrement Stella, Marie-Lise, Mathilde, Gwenaël, Thomas, Anaël, pour la préparation et l'animation de cette journée. On a ça en tête depuis très longtemps. On l'a organisé 1000 fois dans notre tête, cette journée. Voilà, on y accorde beaucoup d'importance et on est vraiment ravis d'être là. Et à vous voir aussi nombreuses et nombreux. Sur un sujet, disons-le, aussi complexe, peut-être même sensible et pointu, nous réalisons à quel point l'accompagnement est une fonction partagée par de nombreuses organisations et de nombreuses personnes, et qu'elle porte en elle beaucoup d'enjeux. Je n'ai pas dit de mystère, mais je l'ai presque pensé. Donc voilà 3 ans que nous nous sommes engagés dans le chantier Loïc, devenu Loïc Accompagnement, prenant le relais d'une dynamique interassociative et publique née au début de l'épidémie de Covid. Donc je rappelle que Loïc, c'est l'acronyme de lien, orientation, information et culture. Alors nous sommes partis dans 3 directions. Tout d'abord, une démarche que je qualifierais d'originelle, de partage d'informations, de ressources en direction de tous les acteurs culturels, artistiques et culturels. Et nous avons approfondi cette question en développant par exemple 3 newsletters thématiques que plusieurs milliers de personnes en Nouvelle-Aquitaine lisent chaque mois. C'était la première direction, celle qui était liée à la dynamique engendrée par Co, notamment en lien avec ce réseau inter-association, inter-fédération, réseau. Il y en a une deuxième direction, l'animation d'un collectif de réflexion et de travail sur les questions d'accompagnement. Nous nous sommes là particulièrement en lien avec Co et les financeurs, le ministère de la Culture, la DGMIC, une direction centrale du ministère, la direction régionale ici, et puis le département de Gironde, ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine. Ce collectif de travail s'est réuni très régulièrement dans le cadre d'une gouvernance que nous avons animée. Et cette communauté de travail a accompagné chaque étape et chaque décision. Et puis il y a une 3e direction. C'est engagé il y a 3 ans maintenant dans un travail d'observation qualitative et quantitative des pratiques d'accompagnement en Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce chantier auquel nous vous avons conviés. Alors, un premier tome a été diffusé au début de l'été. Et aujourd'hui même paraît le 2e tome qui vous a été distribué. Nous souhaitions vous en réserver la primeur. Donc l'équipe va présenter dans un instant le fruit de cette étude. Vous le savez, l'A a aussi et surtout une mission d'accompagnement qui concerne plusieurs personnes de l'équipe. Et c'est parce que nous sommes si impliqués dans ce sujet que nous avions en quelque sorte une responsabilité toute particulière. Il fallait tout d'abord être vigilant, peut-être plus que d'habitude, sur l'objectivité qui prévaut à toute étude. Et en même temps, il était évident pour nous que nous devions profiter de ce travail, de cette étude, pour mettre à distance nos propres pratiques, les voir sous un jour nouveau, pour mieux les faire évoluer. Mais au-delà de l'agence et du bénéfice que nous souhaitions pouvoir également en tirer, notre ambition était que nous puissions toutes et tous tirer bénéfice de ce travail. Alors nous avons conçu cette journée avec cet objectif, c'est-à-dire prendre connaissance des résultats de l'étude, on verra après, entendre peut-être déjà pour commencer, le témoignage de praticiens et de praticiennes de l'accompagnement, approfondir le sujet grâce à l'expertise d'une universitaire, vivre une expérience collective dans le
temps d'un atelier qui vous sera proposé cet après-midi. Bref, échanger, débattre, avoir des outils pour mieux se situer et se projeter ensemble. Voilà la promesse que nous vous proposons pour débuter cette journée. Donc, mes trêves de longs discours, place à l'action. Donc voilà, vous allez maintenant pouvoir entendre la présentation de l'étude. Je vais juste faire une très brève introduction à cette présentation. Gardez bien ça en tête pour toute la journée et puis pour ce qui suivra. En aucun cas, pour nous, il était question de dire ce qui était bien accompagné ou mal accompagné, ce qui était de l'accompagnement ou pas de l'accompagnement. Il y a de multiples formes et vous allez les découvrir. Il n'y avait vraiment pas du tout de volonté de porter un quelconque jugement, mais plutôt d'essayer de vous donner des points de repère, voilà, pour qu'on se situe sur ce qu'on fait, toutes et tous, et qu'on puisse mieux travailler ensemble. Voilà, c'était ça l'objectif de ce grand chantier, et je n'en dis pas plus. Merci Thierry. Nous allons donc... bonjour à toutes et à tous. Mathilde, donc, je suis responsable du pôle accompagnement à l'A. La matinée se déroule donc en 3 temps. Une présentation de l'étude par Stella Morin et Thomas Vrier. Ensuite, la conférence plénière avec Marie-Hélène Doublé. Puis un temps de table ronde et d'échange. Et ensuite, on ira manger. Voilà pour la matinée. Donc l'accompagnement. J'en ai pour 4 heures. Juste une petite introduction. En 2022, donc on s'intéresse de près aux besoins de connaissances et d'interconnaissances sur la question de l'accompagnement. Avec l'appui de partenaires financiers qui ont été cités. Donc l'agence s'engage à produire une cartographie de l'accompagnement. C'est très audacieux. À l'époque, nous-mêmes, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, mais on y croit, car on partait en fait de quasi rien. On avait quelques repères nationaux, hein, des travaux d'autres agences régionales, je pense à celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, ou bien d'Opale, ou bien d'autres structures nationales, effectivement. Mais pas d'études récentes, pas de définition claire, des pratiques disparates, pas de base de données des structures d'accompagnement en Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà, aujourd'hui, on a fait beaucoup de chemin ensemble avec un groupe de travail, avec Co, qui est avec nous aujourd'hui, avec Flora Bernard, philosophe, avec Maëlle Apol, spécialiste de l'accompagnement, et aussi avec un très grand nombre de répondants à la fameuse enquête, dont plusieurs répondants et répondantes sont ici. Et donc on est fin 2024, on est content d'en être arrivé jusque-là. On est au bout de l'étude et au seuil de la cartographie. Et on a soif de partager nos enseignements. Et donc c'est Stella qui est à la barre de ce voyage et qui saura le mieux vous en parler. Et c'est parti. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais vous présenter un peu succinctivement et en m'attachant plutôt sur les résultats quand même du tome 2, puisque je sais ici que dans la salle, quand même, beaucoup d'entre vous ont soit assisté à des présentations intermédiaires qu'on a fait sur le tome 1 ou ont déjà lu le tome 1. Mais je vais quand même vous redonner quelques éléments, histoire qu'on fasse un peu de commun avant de commencer. Donc le premier tome de l'étude d'accompagnement, en fait c'était une enquête, donc je rappelle, c'est une enquête qu'on a réalisée par questionnaire. On a demandé aux structures d'accompagnement du coup d'y répondre. On a donc recensé 114 structures dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est les 114 qui nous ont répondu, hein, vous entendez bien. Majoritairement des associations, pour vous rappeler cette donnée qui est intéressante, et évidemment plutôt en Gironde. 38% d'entre elles sont dans ce département. On a remarqué aussi dans les résultats un peu criants de cette enquête que les structures partageaient en général un bon, voire très bon niveau de connaissances et de compétences sur tout ce qui est autour de la dimension accompagnement du projet, développement de partenariats, mise en réseau, etc. En revanche, un plus faible niveau de connaissances partagées sur l'accompagnement aux transitions, qu'elles soient sociétales, sur les égalités femmes-hommes par exemple, mais aussi transition écologique évidemment. Dans l'ensemble aussi des structures qui se représentent souvent comme étant des structures qui réalisent de la ressource, qui se présentent comme des structures relais, qui ont une mission de conseil. C'est des termes qui sont beaucoup revenus, soit dans leur auto-appellation, soit dans les questions qu'on a posées dans l'enquête. Un accompagnement aussi plutôt long, souvent gratuit,
pour des bénéficiaires assez diversifiés, mais majoritairement des artistes. Donc ça, c'est un peu les grands résultats de l'enquête. Si vous dire peut-être aussi, oui, que les structures d'accompagnement en général, la mission accompagnement n'est qu'une des missions portées par la structure qui fait de l'accompagnement. En général, elle a d'autres missions à côté que celle d'accompagner. Donc ça, c'est les résultats un petit peu probants du tome 1. On a ensuite, du coup, à partir de là, beaucoup réfléchi et remis en question. Oui, c'est bon. Oui, c'est là-bas. On a beaucoup remis en question certains de ces résultats. On s'est demandé si certains n'étaient pas un peu problématiques, nous poser question. Et donc le premier résultat un petit peu étonnant, en tout cas qu'on a noté, ou en tout cas assez important pour en parler, c'est une coexistence de 3 activités au sein des structures d'accompagnement. Donc vous les avez derrière moi. La première, c'est quelque chose autour du fait d'autonomiser, d'outiller, d'informer. Un deuxième pôle d'activité autour de la notion de conseil. Et enfin, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose autour de l'idée de réaliser des tâches à la place des porteurs et porteuses de projets et des artistes. Donc ça, c'est nos premiers résultats. Ça a été notre moteur un peu pour réfléchir au tome 2, à ce qu'était l'accompagnement et quelles questions cela posait. On a d'abord noté un autre résultat qui nous a posé question, c'est que finalement, il y avait beaucoup de barrières à l'entrée avant d'être accompagné. Et je fais un parallèle, c'est aussi ce qui était ressorti de l'enquête de Co, du référentiel qui avait été réalisé, donc qui avait été présenté l'année dernière pour celles et ceux qui étaient là. Beaucoup de barrières à l'entrée pour être accompagné. La première, c'est d'abord une méconnaissance de l'offre. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette enquête, connaître qui fait de l'accompagnement dans la région et pourquoi et sur quelle thématique. Deuxième frein, évidemment, le coût de l'accompagnement. Ça aussi, je rebondis, Co l'avait aussi très bien exprimé dans son enquête. Je vous remets le résultat de l'enquête, de notre enquête. Donc effectivement, c'est, vous voyez, plus de 60% d'accompagnement quand même toujours gratuit, mais il y a quand même 11% des structures qui ont un accompagnement toujours payant. Et le reste, vous voyez, ça dépend. Donc le coût qui reste un frein et une barrière à l'entrée, c'est de manière assez évidente. Ensuite, on a aussi noté un phénomène d'autocensure et d'illégitimité de la part des porteurs-porteuses de projets. Donc à la fois, je ne me sens pas compétent, est-ce que mon projet est suffisamment intéressant pour qu'on puisse m'accompagner? Ou à l'inverse, je m'autocensure parce que je me sens aussi légitime. Donc tout ça, c'est des choses qui sont ressorties. On a aussi noté une autre barrière importante, la distance à la fois géographique et relationnelle. J'insiste sur ces 2 points. Géographique, vous avez la carte aussi, vous le retrouvez dans le tome 1, cette répartition des structures d'accompagnement. Vous voyez, je vous fais pas de dessin, tout est à l'écran. Alors effectivement, notre enquête n'est pas exhaustive, donc on n'a pas la prétention de dire qu'on a recensé toutes les structures. Il y a probablement une marge d'erreur, mais ça dit quand même quelque chose de la répartition territoriale des structures d'accompagnement, donc avec une grosse localisation en Gironde. Donc potentiellement, on peut se demander en fait combien de temps un porteur ou une porteuse de projet est prêt à parcourir pour aller voir une structure. Ça pose question. Et distance aussi relationnelle, parce qu'il y a aussi beaucoup de structures qui n'accompagnent par manque de moyens, etc. aujourd'hui qu'en visio. Et il y a aussi des personnes qui ont envie d'être accompagnées en présentiel. Donc forcément, ça peut être évidemment problématique. Et enfin, une dernière barrière à l'entrée importante, la question des compétences. De se dire, voilà, est-ce que telle structure peut m'accompagner sur la transition écologique? Est-ce qu'elle a cette compétence-là? Et c'est ça dont j'ai besoin. Pour aller rapidement sur les compétences aussi, mais ça, je vais pas en parler énormément, puisque Co le fera bien mieux dans quelques temps. Ce chantier est relancé. On s'est posé la question de s'il fallait un socle commun de compétences, peut-être, pour les structures d'accompagnement. Est-ce que c'était ça la piste, en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait avoir tout? Est-ce qu'on estime qu'il faut avoir une connaissance du secteur? Est-ce qu'on estime qu'il faut avoir été soi-même acteur du secteur ou actrice du secteur pour pouvoir bien accompagner quelqu'un? Je fais référence donc au pair à pair. On s'est posé ces questions-là, et en fait, vous allez voir dans la suite, et vous le verrez dans le tome 2, c'est pas vraiment sur une question de compétence en réalité que se joue l'accompagnement, et c'est aussi toute la dynamique de la journée, vous le comprendrez. J'avance, on s'est aussi posé la question des moyens dédiés à l'accompagnement, puisque en fait, on a tout simplement noté que la mission d'accompagnement, donc ça c'est aussi un résultat du premier tome, était largement financée par le soutien public, par l'argent public en général, puisque c'est 47% des structures pour qui la source majoritaire de financement vient de l'argent public, donc c'est quand même assez significatif. Dit différemment, sans ce soutien public, pas de structure d'accompagnement, pas d'accompagnés, donc moins de bénéficiaires. On a aussi noté que plus le budget effectivement était élevé, plus on avait de bénéficiaires évidemment d'actions, liées tout simplement au fait que les structures ont plus de moyens pour embaucher, et donc ils ont plus d'accompagnateurs, accompagnatrices dans les structures. C'est assez évident, mais le résultat statistique est là en tout cas aussi de notre côté.
On a aussi noté, vous l'avez à l'écran, que 76% des structures en fait, dont le budget d'accompagnement provient de l'argent public en général proposent des accompagnements gratuits. Donc il y a un lien direct entre être subventionné par la collectivité et proposer de l'accompagnement gratuit. Ce qui donne donc un peu de matière à réfléchir aussi sur le fait d'estimer ou pas que l'accompagnement, si c'est une mission en fait, d'intérêt général, et que donc on estime qu'on veut que les bénéficiaires y aient accès gratuitement, ça nécessite donc un financement public. Les résultats statistiques sont là encore. J'avance ensuite. Voilà, on s'est posé des questions aussi au niveau de problématiques qu'on qualifierait plutôt d'éthique et économique, parce que en fait, il y avait des résultats au gré de nos échanges avec les partenaires, le groupe de travail, vous dans la salle, etc. On a noté aussi des résultats qui nous ont un peu à toutes et tous étonnés parfois, plus ou moins sur des questions donc économiques. On a noté 3 cas. On a noté 3 cas. Oui, c'est bon. Le premier, donc le fait d'accompagner un ou une bénéficiaire tout en distribuant des aides financières. En fait, on a noté dans notre enquête qu'il y avait des structures qui cumulaient les deux activités. Ça nous a posé question évidemment. Comment est-ce qu'on peut être est-ce qu'on peut être jugé partie? Est-ce qu'il y a un risque du coup? En fait, j'ai accompagné cette structure, donc potentiellement, je me suis attachée aussi. Il y a une relation humaine qui se crée entre l'accompagné et l'accompagnateur, l'accompagnatrice. Et donc, s'il y a une relation qui s'est créée, est-ce qu'ensuite, je ne vais pas peut-être privilégier cette structure dans l'attribution d'aide financière? Est-ce que finalement, il n'y a pas une distorsion de la concurrence qui peut se jouer aussi? On s'est questionné là-dessus. Et c'est là où l'accompagnement dont on a nous-mêmes bénéficié, de Maëla Paul, nous a beaucoup éclairé là-dessus, en fait, où elle nous a dit l'argent en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est la relation qui peut effectivement en découler. Donc, juste vigilance. Si vous êtes une structure qui est dans cette position-là et qu'on a envie de bien faire, de ne pas faire d'être jugé parti, d'être dans une posture d'accompagnement, en tout cas qui répond à ce que nous, on a compris de l'accompagnement. Vigilance là-dessus, de ne pas créer de relation de domination. C'est le risque, en fait, de ensuite, la personne finalement se sent tellement redevable de la personne, etc., parce que l'autre a financé et que donc il ne se met pas en position de domination. C'est un des risques. Mais en fait, ce n'est pas un problème en soi. Donc ce n'est pas grave de faire les deux. Par contre, vigilance dans la posture qu'on adopte. Deuxième cas qu'on a étudié, le fait d'avoir un accompagnement gratuit. Est-ce que ça ne pose pas à l'inverse des questions de redevabilité ou de reconnaissance? Je m'explique. Est-ce que quand on donne un accompagnement gratuit, le ou la bénéficiaire ne se sent pas un petit peu redevable et un petit peu tout le temps presque obligé de rendre quelque chose parce qu'il se dit on m'a mis à disposition du temps, des compétences, comment je peux rendre ça, etc. Bon, spoiler alerte, il se trouve que dans le secteur culturel, c'est pas trop la réalité de ce que nos collègues nous ont partagé. Il y a plutôt un problème à l'inverse de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on aimerait bien être un peu plus cité, remercié, quand on a accompagné des porteurs et des porteuses de projets dans le secteur. Donc la question se pose plutôt dans ce sens-là. En tout cas, c'est aussi un point de vigilance à avoir, puisque l'accompagnement étant une relation d'égal à égal, c'est un facteur, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Et ensuite, le dernier cas qu'on a étudié, c'est celui au contraire, donc je prends encore le cas inverse, payer pour accompagner, est-ce que c'est un problème en soi? Et là, si on s'en remet aussi, on a beaucoup échangé là-dessus avec Maëla Paul, qui nous a bien exprimé aussi l'idée, en fait, qui vient notamment de la psychologie, de l'argent qui efface la dette. Et qu'en fait, il y a un moment, à l'inverse de la redevabilité, on se sent plus redevable quand on paye un service. Parce que tu m'as donné quelque chose, je t'ai payé en échange. L'argent efface la dette. Donc, est-ce qu'en fait, c'est pas une piste pour recréer cette relation d'égal à égal, même si, et là je fais je vais pas m'y attarder, mais avec ce que je disais juste avant, ça nous pose quand même question sur si on considère encore une fois que c'est d'intérêt général. Dans ce cas, l'accompagnement devrait être gratuit. Donc, pour rééquilibrer la relation, l'argent serait donc peut-être pas la meilleure méthode. En tout cas, l'argent effaçant la dette n'est pas le seul moyen de créer cet équilibre de la relation. Donc voilà les questions qu'on s'est posées sur les enjeux plutôt économiques. Mais bon, je vais vite là-dessus, mais vous retrouverez tout ça bien plus en détail dans l'étude. Ce qui nous a donc permis d'aller vers l'enjeu, quand même, vous l'avez compris, de ce travail depuis le début, quand même, qui était de redéfinir l'accompagnement, mais aussi de le borner aussi à nouveau, finalement, de redéfinir où commencer l'accompagnement, en tout cas d'essayer, où est-ce qu'il s'arrêtait. On a donc commencé l'enquête, nous, vous le savez, avec, pour celles et ceux qui ont répondu, et vous êtes beaucoup dans la salle à y avoir répondu, avec une définition d'accompagnement qui était la nôtre en interne depuis
depuis un petit moment et qu'on avait repartagé au début de l'enquête. On a évidemment évolué là-dessus, chemin faisant. On a nous aussi beaucoup travaillé, remis en question nos postures et nos pratiques. Et on est arrivé à cette définition que donc, je vais vous lire. L'accompagnement est la mise en place d'une relation entre deux personnes permettant un échange dialogique pour qu'une personne mobilise son autonomie et sa capacité d'action. Un accompagnement a un début, une fin et des objectifs. Il peut, si besoin, s'inscrire sur un temps long, plusieurs années, plusieurs rendez-vous. L'engagement consiste à ce qu'une personne facilite la conscientisation des besoins de l'autre pour améliorer une situation. Il peut comprendre des actions qui facilitent l'accès à la connaissance et à des ressources, mentorat, tutorat, formation. Je vais m'attarder sur quelques mots que j'ai notamment mis en gras pour vous expliquer un peu quelques points saillants, mais vous aurez toute la matinée pour revenir sur ces notions. Je pose juste je plante quelques graines pour la matinée. Échange dialogique, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup bougé. On n'avait pas cette notion au départ. Échange dialogique parce que en fait, on a beaucoup appris que c'était par le questionnement et l'écoute qu'on avançait dans la relation d'accompagnement et surtout que la personne pouvait conscientiser et comprendre ses propres enjeux et ses propres besoins. En fait, on ne donne pas de manière directive un conseil, mais on pose des questions à la personne qui vient pour qu'elle-même puisse exprimer ses besoins et les conscientiser par elle-même. C'est une relation de questionnement en réalité. On parle aussi beaucoup d'autonomie. On a, nous aussi, à tort, utilisé le terme « mener à l'autonomie », qui en fait rend la personne accompagnée dans une position complètement passive, puisqu'on la mène, c'est nous qui l'amenons quelque part. Donc en réalité, on ne mène pas à l'autonomie, on n'entrave pas l'expression de l'autonomie de la personne. On est dans ce genre de réflexion, là, nous, dans ce tome que vous retrouverez. On ne transmet pas des connaissances, par exemple. On crée les conditions pour que la personne puisse acquérir ses connaissances. Les deux parties sont donneuses et receveuses, comme je vous le disais au début. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une relation d'égal à égal, aussi bien sans besoin de reconnaissance d'un côté, puisqu'elle est renvoyée à juste titre, et sans redevabilité de l'autre non plus. Et enfin, et ça c'est je crois le cœur, et vous y reviendrez aussi dans la matinée, de ce qu'on a appris, l'accompagné reste l'expert ou l'experte de son projet. Et ça, c'est un énorme renversement pour beaucoup dans leur posture, en réalité, et nous aussi, ça a été important de comprendre ça. Donc finalement, et ça bouclera avec ce que je vous disais au début, l'accompagnement, en fait, ça tient plutôt, dans l'ensemble, je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences, mais ça tient quand même plutôt à une posture qu'à un cumul de compétences sur le secteur culturel ou quelques sujets que ce soit. Et enfin, je vais terminer avec ça, que vous retrouverez aussi dans l'étude. On a donc redéfini, vous vous rappelez au début, je vous ai dit qu'il y avait 3 types d'activités qui cohabitaient dans les structures. Ces 3 types d'activités, on a réussi maintenant qu'on a bien redéfini tous les termes et qu'on a nous beaucoup travaillé à les reclasser de manière un peu plus correcte, on va dire. Donc l'accompagnement, j'y reviens pas, on vient de le définir. Donc il y a un type d'activité qui est vraiment de l'accompagnement selon nous. Il y a un type d'activité à droite, à l'inverse, qui tient plutôt autour du fait donc de réaliser des tâches à la place de quelqu'un. Et ça, en fait, c'est finalement de la prestation de service. Ça rend service à beaucoup d'artistes, ça existe et c'est plutôt dans cette case-là. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle la zone grise, et c'est là aussi un gros intérêt, je crois, de l'étude, c'est de parler de cette zone grise que Maëla Paul a elle-même théorisée. Donc la zone grise, c'est tout ce qui est autour de la notion de conseil, de formation, de coaching, c'est-à-dire on est tout le temps un peu dans cet entre-deux. Il y a des moments où on va être dans une posture d'accompagnement, puisqu'on ne doit pas être directif, et il y a des moments à l'inverse où on va être... Des fois, on va vraiment donner un conseil, parce que des fois, on a un conseil à donner, et c'est pas grave. Et en fait, on est tout le temps dans l'accompagnement, des fois aussi, enfin pas tout le temps, mais on a des moments dans l'accompagnement où on est dans cette zone grise, et quand on fait du conseil ou de la formation, il y a des fois où on frôle avec l'accompagnement, tellement on aide les personnes, tellement on accompagne les personnes, à exprimer leurs propres besoins, à conscientiser leurs besoins, etc. Donc cette zone grise, il faudra la creuser, et elle est au cœur en fait de l'accompagnement, et il y a vraiment quelque chose qui se joue dans cette zone grise aussi, selon nous. Et je vais maintenant passer la parole à Thomas qui va vous expliquer la suite du chantier. Donc moi j'en reviens à la question initiale, comment construire une carte des acteurs de l'accompagnement? Quelles catégories on définit pour s'y retrouver parmi les offres, si tant est qu'on puisse parler d'offres? Voilà, malgré les zones de complexité et de flou qui peuvent rester, comment on avance sur une V1 et ce qui est important peut-être c'est de rappeler pour qui on fait ça, donc pour les potentiels accompagnés qui sont en recherche, mais aussi pour les accompagnants, comme on le disait, il y a un besoin d'interconnaissance aussi du système, de l'écosystème, des financeurs aussi, donc ça rejoint aussi les questions de gratuité, d'accès à toutes et à tous.
de l'accompagnement. Et donc je m'arrête un instant sur les prérequis. Donc on vient de parler de cette définition de l'accompagnement pour que cette carte elle parle et qu'elle soit cohérente. On s'assurera de la posture de l'accompagnement, des structures à référencer. Alors c'est pas évident, évidemment. Pour la V1, on adoptera peut-être une forme de souplesse, mais voilà, il nous reste bien cette dernière étape avec les répondants de l'enquête, notamment, mais aussi avec d'autres structures que l'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. Il ne faut pas griller cette dernière étape, mais aussi, donc on intègre des notions, je sais plus, non, c'est bon. Il y a une histoire de critères aussi. Permettre par quelques critères de faciliter la recherche pour l'internaute qui cherche à être accompagné. Des exemples de critères vous sont donnés dans le tome 2. Hein. Pour l'instant, on en a quelques-uns qui nous paraissent plutôt évidents. D'autres vont venir. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est amené à évoluer. On a parlé des barrières. Donc, effectivement, la proximité géographique, elle est assez évidente. Des structures d'un département peuvent intervenir sur un autre département. Il y a toute une complexité qui est importante à relever. Le coût, évidemment, il est très important pour l'accompagner. La maîtrise éventuelle d'entrée thématique, voilà, c'est parfois une entrée, transition écologique, VHSS ou autre. La prise en compte de types de besoins de l'accompagné ou de profils de bénéficiaires, qu'ils soient professionnels, amateurs, en voie 2, élus, divers. La question des disciplines aussi, elle est importante. Quand on est d'une discipline, on s'oriente plutôt vers quelqu'un qui semble maîtriser cette discipline, ou au contraire, on veut une approche plus large. Voilà, ça c'est important pour nous. Les modalités pratiques de l'échange, distanciel, présentiel, etc. Des critères aussi pour permettre la distinction des accompagnements. Donc je pense notamment au statut juridique. Et effectivement, être accompagné par une institution, un établissement public, c'est différent, et ça peut être un choix aussi, hein, d'une société à but lucratif, une coopérative, une association. Donc il y a majoritairement des associations, mais il y a quand même beaucoup d'autres typologies de statut juridique. La possible combinaison également de l'accompagnement. Donc cette fameuse posture avec une offre de services particulière, donc de la formation, de l'accueil en résidence, de la diffusion, voire de la prestation administrative en parallèle, voire de l'aide financière, ça a été évoqué aussi également. Donc on peut donc commencer à esquisser des typologies pour cette V1. Une typologie peut reposer sur combiner plusieurs critères. Mais le travail reste plus complexe que la classification des animaux. Vous ferez un petit Google sur Internet, c'est hyper clair, c'est hyper carré. Je ne sais pas si on va y arriver tout de suite. On a tous des poils, etc. Mais voilà, c'est plus compliqué. Pour être concret, tu peux avancer. Notre horizon, en tous les cas, concret, c'est l'annuaire, qui permettra de révéler, de valoriser l'écosystème de l'accompagnement. Je vous laisse noter l'adresse et je vous interrogerai après. L'annuaire artistique et culturel de Nouvelle-Aquitaine, c'est notre outil cartographique, enfin votre outil, c'est l'outil de tous les acteurs et actrices de Nouvelle-Aquitaine. Un annuaire en ligne qui référence chaque année davantage de catégories d'activités professionnelles. Aujourd'hui, on est surtout sur la création, la diffusion, les acteurs de type réseau, agence, et je passe quelques catégories. Mais voilà, la catégorie accompagnement n'existe pas encore, et on y vient. Pour rester concret, notre feuille de route aujourd'hui, c'est celle-là. Elle est en 5 points, elle est très simple. On a un renfort pour cette dernière phase, et c'est une personne parmi nous, c'est Esther Queno, qui est ici, que vous allez peut-être rencontrer à table et qui va nous aider à cette dernière phase. C'est pour 2 mois, donc c'est une mission assez courte, avec cet objectif de V1. Tout juste arrivé, Esther est là depuis 8 jours. Certains ont pu la rencontrer tout à l'heure. Et elle se fera un plaisir de vous avoir au téléphone bientôt pour discuter de certaines choses. Donc on avance, comme vous l'avez compris, sur une notion de typologie, ou plutôt des critères de distinction de recherche. On est en train de le stabiliser. Et ce qu'on va entendre aujourd'hui va nous aider aussi à aller au bout. Pendant ce temps, on travaille sur le développement de notre annuaire qui ne permet pas aujourd'hui d'intégrer ces systèmes de recherche multicritères, de filtres. Et c'est en bonne voie.
Voilà, on a un développeur qui est plutôt agile, qui va nous permettre, quand on clique sur cette catégorie qui n'existe pas, d'aller compléter sa recherche par d'autres critères et fournir des informations supplémentaires quand on clique sur une fiche. Voilà, c'est des choses qui n'étaient pas encore permises. Gros enjeu, le 4, c'est la consolidation de la base de données, donc, notamment grâce à l'appui d'Esther. Consolider la base de données existante, donc notamment les répondants. Donc on va travailler à partir de cette base, mais on a aussi beaucoup on a des listes que l'on a pu consulter, on va la compléter. Les informations manquantes, on va trouver des solutions. Identifier des structures non référencées à ce jour, s'assurer des prérequis, c'est ce que je disais juste avant. Et enfin, saisir dans l'annuaire les données afin de permettre à chacune de consulter l'outil en ligne et la boucle sera bouclée et il y aura sans doute une évolution. Et pour terminer, voilà, le petit horizon, c'est effectivement ce petit bouton qui n'existe pas encore aujourd'hui. Voilà pour l'approche concrète. Et on va s'arrêter ici pour la présentation. On peut prendre quelques questions, je ne sais pas si on a... 3 minutes. On a 3 minutes. Oui, dans quelques années, cet annuaire, est-ce que les organisations pourront s'inscrire elles-mêmes ? Ou est-ce qu'il faudra toujours passer par quelqu'un à l'agence ou une personne qui serait référente pour inscrire ? Bonne question. La logique pour l'accompagnement sera la même que pour les festivals et les lieux de diffusion qu'on référence. On a on va dire une modération. Après, on a facilité la remontée d'informations par un crayon. Enfin, quelque chose d'assez simple et évident pour... en gros, moi aussi, je peux rajouter un point sur la carte, mais effectivement, derrière, on va toujours vérifier un certain nombre de critères. Ça s'appuie sur un lexique, donc la catégorie accompagnement est encore manquante aujourd'hui, mais on va effectivement expliquer qu'est-ce que ça veut dire une activité d'accompagnement dans notre annuaire. Et voilà, on a une personne à mi-temps qui travaille dessus au jour le jour pour intégrer justement les demandes qui sont de plus en plus nombreuses, qui nous posent question souvent, mais ouais, c'est très bien justement d'avoir ces retours et on tient à garder ça pour l'instant. Ouais. Merci beaucoup et bravo pour l'étude. Moi, j'avais juste une petite question tout au début sur l'identification des besoins, alors plutôt sur les freins à l'accompagnement, et quelque chose que j'identifie ou qu'on identifie collectivement comme étant un frein important, qui est cette identification difficile. Donc ma question elle porte à la fois sur la méthode, sur ces freins de sollicitation de l'accompagnement, qui sont détaillés, etc., sachant que l'étude porte plutôt sur les structures qui fournissent de l'accompagnement. Donc première tension que je veux bien que tu éclaircisses. Et après cette question de méthode, est-ce qu'à un moment donné, l'identification ou l'autodiagnostic des structures par rapport aux compétences sur lesquelles elles voudraient être accompagnées, c'est ressorti dans les recherches ? Alors, je vais essayer de te répondre rapidement. Pour ta première question sur la question de méthode, effectivement, tu le sais bien, on n'a pas enquêté les accompagnés. Par contre, ce que j'ai relaté là, je me suis permise de faire un résumé. C'est pour ça que j'ai renvoyé plusieurs fois la balle à Co, parce que c'est pas notre travail. C'était les résultats présentés le 28 juin. Le principal frein étant le coût, etc. Je reviens pas dessus. Plus croisés à nos remontées terrain, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles de mes collègues du pôle accompagnement. Donc ça, c'est pourquoi les freins à l'accompagnement, ça peut être aussi cela. Et deuxième question sur l'identification, c'est bien ça, par les accompagnés. Est-ce qu'ils se diagnostiquent, tu as dit auto-diagnostiquent bien sur quelles thématiques ils ont besoin d'être accompagnés. C'est tout le cœur des tables rondes qui vont suivre, entre autres, je pense aussi par l'intervention de Marie-Hélène Doublé. En résumé, il y a un constat quand même partagé que les accompagnés dans l'ensemble ont du mal à identifier leurs propres besoins. On arrive souvent avec un besoin qui n'est pas le bon. Et justement, c'est tout le boulot des accompagnateurs, accompagnatrices, de réussir à faire exprimer, et d'où pourquoi j'ai beaucoup parlé de conscientisation des besoins, parce qu'en réalité, on n'arrive pas avec 0 besoin, on arrive souvent avec un besoin qui est mal identifié. Donc ça, c'est aussi le cœur de tout ce que vous allez apprendre dans la journée, à mon avis. Merci pour tes questions et tes remerciements.